Bonjour à tous, capsule juridique numéro 198 du 14 février 2024. Je vais essayer de vous enregistrer ça d'une traite parce que j'ai pas trop le temps de faire du montage, donc si je bafouille un peu, je m'en excuse d'avance, mais c'est ça ou rien. Voilà. Alors je vais vous parler essentiellement des USA. En effet, il y a un document très intéressant qui vient de sortir et je crois utile de vous le détailler vraiment de manière précise. Alors en fait, il faut savoir que le 13 décembre 2022, le gouverneur de DeSantis en Floride avait lancé une procédure avec une demande de grand jury pour, je cite, enquêter sur les crimes et actes répréhensibles, fin de citation, en lien notamment avec les injections Covid. Et à cette fin, il avait demandé la création d'un comité. Non, il avait d'abord créé au niveau local un comité d'intégrité de la santé publique, supervisé par le chirurgien général Ladapo ou Latapo, je ne sais jamais, j'oublie toujours, qui est, sauf erreur, donc son ministre de la Santé au niveau fédéré, donc juste pour l'État de Floride. Et dans la liste des personnes qui participent à ce comité, on trouve notamment Martin Kulldorff, qui est directeur du Brownstone Institute et qui publie souvent des choses très intéressantes depuis 2020. Et Jay Bhattacharya, qui est professeur à l'université de Stanford. C'est les deux noms qui me paraissent les plus connus, mais il y en a toute une série, et vous trouverez ça dans les liens que je mets sous ma capsule. Alors, dans l'article publié sur le site du gouvernement de Floride, à ce moment-là, donc en décembre 2022, on lisait notamment ceci, je cite. Le mois dernier, des chercheurs ont découvert des faits alarmants concernant le vaccin contre la Covid-19 en Allemagne. Parmi les autopsies réalisées sur 25 personnes décédées de manière inattendue dans les 20 jours suivant la vaccination contre le Covid-19, 4 ont indiqué des décès dus à une insuffisance cardiaque arythmogène aiguë. Cette étude a conclu que la myocardite peut être une complication potentiellement mortelle après une injection anti-SARS-CoV-2 à base d'ARN messager. Fin de citation. Donc une enquête avec grand jury fut demandée et puis acceptée. Et l'enquête a débuté apparemment de manière concrète en juin 2023 et un premier rapport, qualifié de rapport intermédiaire, a été publié il y a quelques jours. Ce document, qui fait 33 pages, est librement accessible sur Internet. Je donne évidemment tous les liens sous ma capsule. Et dans ce rapport, après que les membres du jury aient précisé qu'ils sont apolitiques et ne suivent aucun agenda, ni ne subissent de pression hiérarchique puisqu'ils ont été choisis au hasard et représentent un panel de population, on lit notamment, tout d'abord, qu'ils ont enquêté de façon très large depuis juin 2023 en recueillant de très nombreux témoignages d'une série d'experts. Il précise que l'enquête est loin d'être terminée et que de nombreux autres témoins doivent être entendus. Il remarque que cette enquête est d'une importance capitale car elle ne concerne pas uniquement les citoyens de Floride mais les USA de façon générale et peut-être le monde entier. Des témoins viennent d'ailleurs de partout, ce qui ralentit l'enquête. Il remarque également que si tous les témoins qui se sont exprimés ont donné beaucoup de leur temps pour aider, les membres du jury regrettent toutefois le refus total de participation de certains organismes officiels, tiens, quelle surprise, le CDC, la FDA et l'armée américaine essentiellement, alors qu'ils ont tous, précise le rapport, joué un rôle important dans la passation des marchés, l'approbation des injections et la distribution de celles-ci qui font l'objet de l'enquête. Le rapport dit notamment ceci, je cite. Ces agences ont choisi de ne pas fournir de représentants pour témoigner devant le jury et la loi fédérale nous interdit de les obliger à coopérer. Ce n'est cependant pas un obstacle aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Il existe une multitude d'informations dans la sphère publique qui expliquent le processus de délibération et les opinions de ces agences fédérales. Fin de citation. Et le rapport précise que si ces agences ne sont pas d'accord avec ces premières conclusions intermédiaires, elles sont toujours les bienvenues pour venir s'expliquer. Ensuite, le rapport précise sur les questions de sécurité et d'efficacité, les deux termes étant mis entre guillemets, des injections, que toutes les affirmations qui rejetaient l'idée d'effets secondaires ou qui les qualifiaient de très rares, et toutes les affirmations officielles selon lesquelles les injections allaient arrêter, ralentir ou limiter la propagation du Covid-19, donc toutes ces affirmations concernent la sécurité et l'efficacité des injections et doivent être examinées sur base des principes établis de longue date dans le monde de l'approbation des médicaments et des produits biologiques. Viennent ensuite plusieurs pages d'argumentation sur ce qu'il faut entendre par sécurité et efficacité, avant que le jury ne souligne que toutes les affirmations semblaient très relatives, ce qui constitue pour lui une énigme. Je mets ça entre guillemets. Le jury précise, je cite, la relativité de la définition incorporée dans ces termes critiques, c'est-à-dire sûrs et efficaces,
constitue une énigme pour le grand jury. En pratique, il est impossible de déterminer la véracité d'une déclaration vantant la sécurité ou l'efficacité des vaccins Covid-19 sans d'abord porter un jugement sur les risques posés par le virus. Non seulement notre compréhension de ces risques a considérablement évolué au cours de ces 4 dernières années, mais le danger posé par ce nouveau virus a été contesté. Fin de citation. Le jury explique donc qu'il a commencé par enquêter sur les risques réels du SARS-CoV-2. Viennent ensuite plusieurs pages d'explications scientifiques, statistiques, etc., qui mettent notamment en lumière le caractère très relatif et potentiellement biaisé des modélisations effectuées. C'est aussi à cet endroit du rapport que le jury relève que sur base des connaissances scientifiques préexistantes, les mesures de quarantaine n'ont que très peu d'efficacité et l'isolement forcé et la quarantaine sont inefficaces et impraticables. C'était connu depuis 2006, cela a été rappelé en 2019 par l'OMS, et même Fauci, directeur du NIAID, avait déclaré en janvier 2020, en comparant avec ce qui se faisait en Chine, qu'une quarantaine n'avait historiquement pas d'effet majeur sur la santé. Et pourtant, quelques semaines plus tard, sous la pression des mêmes fonctionnaires, des mesures inédites ont été prises. Le jury s'interroge sur la raison de ce revirement et ne trouve que des sources évoquant les mesures décidées en Chine. Le rapport à ce sujet dit notamment ceci, je cite: « Une étude reposait entièrement sur les affirmations du gouvernement chinois, selon lesquelles il avait complètement inversé l'apparition des cas de Covid-19 signalés chaque jour. » De même, des représentants de l'OMS sont rentrés d'un voyage de presse en Chine en février 2020 en affirmant que le pays établissait une nouvelle norme en matière de réponse au virus. D'éminents auteurs ont emboîté le pas, affirmant de manière hyperbolique qu'une action énergique à court terme pourrait sauver des millions de vies, mais qu'une inaction entraînerait l'infection de millions de personnes et exposerait notre système de santé à un risque d'effondrement, poussant peu à peu la fenêtre d'Overton vers ce qui était alors un anathème. Fin de citation. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette notion de fenêtre d'Overton, je mettrai sur mon canal Telegram juste après le lien vers cette capsule-ci une petite vidéo qui l'explique très très bien. Et ça revient en quelques mots à agir sur toute une population, le plus souvent en un temps très long, mais ici évidemment beaucoup plus vite, pour faire accepter des mesures ou des politiques ou des tendances ou des pratiques qui étaient au départ inacceptables. Mais ça ne peut pas se faire d'un coup, et donc vous allez voir comment ça marche par petites touches, par petits coups de pouce, comme ça. La vidéo qui l'explique, c'est très très bien fait, je vais essayer de ne pas oublier de vous la mettre. Alors, le rapport poursuit en disant qu'il semble évident au grand jury qu'aucun confinement n'aurait pu empêcher des événements pour une bonne et simple raison. Au moment où les mesures ont été prises, le virus était déjà répandu de façon significative. Il cite différentes sources à ce sujet. Et pas plus, il n'existe de preuves fiables que ces mesures pouvaient réellement aplanir la courbe. Le grand jury se penche ensuite sur les conséquences collatérales de ces mesures, essentiellement économiques, partout dans le monde, médicales aussi, du fait de l'interruption des soins de santé habituels. Et d'ailleurs, ces conséquences-là n'étaient même pas prises en compte dans les modèles mathématiques généralement utilisés, et des conséquences enfin sur la santé mentale de la population et sur l'éducation des enfants en raison de la fermeture des écoles. Le rapport dit ensuite ceci, je cite à nouveau. Au fur et à mesure que nous examinons ces conséquences, une analogie commence à émerger. Un blocage imposé par le gouvernement est comme une carte de crédit. Elle permet aux dirigeants d'acheter une période de ralentissement de la croissance, mais cet avantage est temporaire et prend fin lorsque le blocage est levé. Les intérêts de cet avantage, exprimés en termes de surmortalité, sont payés en mois et en années de difficultés économiques, de conséquences sur la santé mentale et physique et de perte de niveau d'éducation. Fin de citation. Le rapport cite ensuite différentes sources scientifiques. Le grand jury se penche sur l'utilisation des masques et sur la distanciation sociale, en relevant qu'au moment où ce rapport est rédigé, donc on va dire janvier-février 2024, le CDC est toujours en train de diffuser des messages sur l'utilisation des masques. Et le message dont le rapport cite le contenu. Or, ce rapport précise ainsi que début 2020, le même Anthony Fauci, alors en fait on ne le nomme jamais, le rapport dit toujours le directeur du NIAID, mais oui c'est bien lui, hein, le bon vieux Fauci, enfin j'en dirai pas plus. Donc Fauci, début 2020, estimait que les masques seraient inefficaces. Il le disait lui-même, hein, il y a une vidéo qui le dit d'ailleurs, qui le montre. Et juste ensuite, il change subitement d'avis pour se conformer aux directives fédérales. Et le rapport insiste sur les informations contradictoires à ce sujet venant des instances fédérales et examine aussi, je vous passe les détails, toutes les sources scientifiques. Ensuite, le rapport dit ceci, je cite, « Une fois de plus, un examen scientifique même modéré rend ses conclusions, donc celles des agences gouvernementales, suspectes. » Fin de citation.
Et puis le rapport fait même état d'expériences faites sur des masques apposés sur des mannequins pour vérifier la circulation de l'air, avant de conclure, je cite à nouveau, le fait de tester diverses configurations de masques sur 2 têtes factices en laboratoire ne nous apprend pas grand-chose sur la protection offerte par ces masques dans un environnement réel. Les êtres humains ne sont pas des formes de têtes élastomères flexibles. Nous bougeons, nous parlons, nous mangeons, nous transpirons. Nous n'avons pas tous le même âge, la même taille, etc. Un peu plus loin. Plus important encore, nous inhalons, ce qui provoque une pression négative derrière nos masques, qui aspire l'air par tous les interstices disponibles, pour autant qu'il y en ait. Fin de citation. Le grand jury estime que ces études effectuées sont manifestement erronées et destinées simplement à justifier, a posteriori, les directives du CDC. Le rapport en arrive aussi à soulever, je cite, des inquiétudes quant à la fiabilité des revues scientifiques en matière d'information sur les politiques de santé. Avec encore d'autres explications et sources scientifiques, le grand jury en déduit que les effets des masques étaient incertains et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait des années de médecine pour comprendre que la question de savoir si les masques sont efficaces contre le SARS-CoV-2 n'est pas tranchée. Fin de citation. Donc le rapport pose la question, pourquoi, avec toutes ces ressources, les agences n'ont-elles pas simplement réalisé des essais sérieux ? Le rapport précise ensuite, je cite à nouveau, « Nous pensons qu'au moins certains fonctionnaires de ces agences étaient parfaitement conscients qu'un essai contrôlé, randomisé, correctement conçu et administré était susceptible de montrer que les obligations de port du masque, sinon les masques eux-mêmes, n'ont que peu ou pas d'efficacité pour arrêter ou ralentir la progression du SARS-CoV-2. Bien entendu, ça susciterait de nouvelles critiques à l'encontre du CDC et des autres agences fédérales qui ont défendu ces obligations de port du masque, ainsi qu'à l'encontre des agences fédérales étatiques et locales qui les ont codifiées et mises en œuvre. » Fin de citation. À mon avis, c'est encore un petit coup de coude, un petit coup d'œil plutôt à Fauci. Alors d'autres développements suivent concernant les masques, je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Le rapport stipule juste que tout ce qui est résumé était déjà disponible en 2020, avant de préciser, je cite, « Notre critique est que la relation entre ces informations et les directives de distanciation sociale aurait dû faire l'objet d'un débat public plus approfondi, et que les directives auraient dû être mises à jour. Les experts institutionnels en santé publique disposaient de ces données scientifiques, mais ils ont continué à s'en tenir à des conseils qui n'avaient qu'une vague ressemblance avec les preuves scientifiques contraires présentées dans les données émergentes. Cette attitude, associée aux directives sévères des acteurs locaux et nationaux, a essentiellement transformé la recherche scientifique, dont le fondement même est de poser des questions et de douter des antécédents, en une forme de désobéissance civile. » Fin de citation. Et dans ses conclusions, ce rapport préliminaire indique donc que les mesures sanitaires n'ont pas été administrées sur base des meilleures données scientifiques disponibles. Il dit ensuite, je cite, « En fait, de nombreuses recommandations de santé publique et les mandats qui en découlent s'écartent considérablement de la recherche scientifique qui était à la disposition de tout le monde à l'époque. Souvent, ces recherches ont été ignorées par les décideurs institutionnels. Parfois, elles ont même été attaquées. Il est triste de constater qu'une chose aussi simple que de suivre la science constitue un acte d'hérésie, mais nous en sommes là. » Fin de citation. Alors c'est tout pour l'instant, puisque je vous l'ai dit, l'enquête n'est pas terminée et j'imagine qu'il va falloir à présent que ce grand jury se penche sur la question des injections elles-mêmes. Donc affaire à suivre. Alors j'ai encore d'autres infos, j'essaye de vous préparer une autre capsule rapidement, mais ceci me semblait devoir être diffusé sans tarder. Alors s'il vous plaît, relayez partout, faites grimper le nombre d'abonnés de mon canal Telegram et du compte Twitter de Maître Hic. Il est plus que temps qu'on en termine avec ces psychopathes. Alors je suis comme tout le monde, en train de m'épuiser un peu, vous le savez, vous le sentez, c'est partout pareil. C'est pas grave, j'assume, c'est mon choix. Pour ceux qui demandent régulièrement comment m'aider, c'est gentil, alors j'accepte pas de dons, même si mon banquier serait sûrement ravi, mais c'est un choix que j'ai fait depuis le début, qui conditionne d'ailleurs mon anonymat, mais si vous voulez m'aider, il faut au moins doubler, le nombre d'abonnés à mes canaux, donc on doit être à 10 000 et des poussières là au moment où je vous parle. Eh bien j'aimerais bien que d'ici demain on soit au moins au double. Ce rapport du grand jury de Floride est très intéressant, devrait aider j'espère, donc faites circuler partout cette capsule s'il vous plaît, et vous qui m'écoutez pour la première fois, je vous suggère pour découvrir les autres capsules sur CrowdBunker, de remonter déjà à la capsule numéro 12, c'est vraiment la première pour commencer, la numéro 12, je crois que c'était octobre ou novembre 2021. Ce que vous allez entendre devrait vous faire réfléchir. Écoutez aussi la capsule numéro 41, puis écoutez la capsule nommée L'info qui pique numéro 4, qui date d'octobre 2023. C'est une vignette bleue, et juste après la numéro 5, également vignette bleue.
Ensuite, si vous voulez savoir tout ce que votre sommeil prolongé vous a fait rater, pour ceux qui me rejoignent à peine, eh bien d'une part, je suis ravie de vous voir ici, enfin de vous entendre, de vous savoir là, et vous avez toutes les autres capsules, il y en a près de 200 au total, donc faites tourner, aidez-nous à secouer ceux qui dorment encore, s'il vous plaît. Voilà, alors petite nouvelle de dernière minute aussi, l'article 4 du projet de loi prétendument destiné à lutter contre les dérives sectaires n'a pas été voté hier. Je reviendrai sûrement en détail sur cette histoire si j'ai le temps dans ma prochaine capsule, mais pour ceux qui savent de quoi il s'agit, eh bien c'est une très bonne nouvelle. Pour ceux qui ne savent pas, il est temps de vous renseigner. Suivez également le canal du comité ICIC, c'est-à-dire celui du comité de Rainer Filmich, puisque des informations sont parfois diffusées à propos du procès de Rainer Filmich, et je les relaye évidemment sur mon canal. Suivez également Virginie de Arrojo-Recchia, qui a notamment participé à une vidéo tournée un jour ou deux, et que j'ai relayée également sur mon canal. Donc s'il vous plaît, suivez ça. Deux petites infos pour terminer, pour illustrer un message que je fais souvent passer. Première info. Il semble que le président de la République, cette fois-ci, ait renoncé à déloger tous les libraires des bords de Seine pour les Jeux Olympiques. Alors, une pétition avait été lancée, sauf erreur, il y avait aussi une procédure devant le tribunal administratif, mais celle-là, j'en ai plus du tout entendu parler, donc je ne sais pas du tout où elle en est. Mais soudain, le gouvernement fait volte-face. Alors, j'aurais tendance à dire tout ça pour ça, ou bien peut-être que la pression populaire a fini par servir à quelque chose, je ne sais pas. Autre info, une mairie du côté de Bordeaux avait eu la riche idée de permettre l'organisation d'un stage de drag queens pour enfants. J'ai bien dit, un stage de drag queens pour enfants pendant les vacances de février, là qui arrivent dans quelques jours. Donc tollé, pétition, et 4 enfants apparemment avaient déjà été inscrits. Alors j'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est le cas, je me demande ce que ces 4 fois 2 parents ont dans la cervelle. Mais toujours est-il que ça a été annulé également. Et mon message, celui que je diffuse souvent, c'est quand on dit non, il recule. Je répète, quand on dit non, pacifiquement mais massivement, il recule. Voilà, gardez-le dans l'esprit, gardez-le à l'esprit. Et je l'avais d'ailleurs déjà souligné, je crois que c'était en 2022, concernant la Banque du Canada et les CBDC, qui disaient que s'il n'y avait pas une suffisante acceptation de la part de la population, les monnaies centrales de banque, monnaies digitales de banque centrale, pardon, donc Central Bank Digital Currencies, ne passeraient pas et ne serviraient à rien et seraient un échec. Eh bien, je le disais à ce moment-là, quand on dit non, il recule. Donc dites non, pacifiquement, mais en masse. Et dites non en masse et il recule. Voilà, la propagande ne tient plus et ne prend plus. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, faites tourner, faites tourner, faites tourner et faites tourner. Et envoyez-le à vos parents, amis, moutons, endormis, tout ce que vous voulez, mais on n'en peut plus. Allez, à bientôt, au revoir. Tenez bon aussi, oui, j'allais oublier, tenez bon. Ouais. Je sais qu'apparemment, c'est nécessaire. À bientôt, au revoir.